Bonjour tout le monde. Assez impressionnant ce qu'on vient de voir. Hein? Ah, méchante bagnole. C'est la nouvelle Honda Civic Type R qui a été dévoilée en grande première au Salon de Genève. Moi, j'ai eu de la chance de la voir en vrai au Salon de Genève. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est le son du moteur. Si on voit pas les images, on peut penser à une voiture exotique, juste entendre la sonorité. Très impressionnant. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission. Très content d'être de retour avec vous dans le garage. Exactement. On a fait relâche parce qu'on vous a présenté des lives dans le cadre du Salon de Genève. Donc, c'est un retour cette semaine. Ce qu'on a pour vous, la Nissan Sentra SR Turbo. On va parler de la Honda Civic Type R. Marc-André va également faire un retour sur le comparo entre le Mazda CX-5 et le Honda CR-V. Ça fait pas mal jaser, ça, d'ailleurs. J'ai hâte de voir ce que les gens en pensent à la maison. On y reviendra. Hey, n'hésitez pas à partager notre live, que vous êtes là, laissez des commentaires. Pour en revenir à la Civic Type R, t'étais un petit peu plus jeune que moi, mais moi, je me souviens à l'époque, lorsque j'étais prêt d'avoir mon permis de conduire, comment les petits Pocket Rocket, comme on les appelait, nous faisaient rêver. On pense à la Volkswagen GTI, il y avait la Ford Focus SVT, la Sentra SER, la Civic SI. C'était des véhicules compacts, mais un peu gonflés aux hormones. Ce qu'on a là, la Type R, ça n'a rien à voir avec ça. Au-dessus, on parle de véhicules qui vont affronter la Ford Focus RS, la WRX STI, la Golf R. Par contre, dans le cas de la Civic Type R, c'est la seule qui est pas à rouage intégral. Mais c'est tous des véhicules qui vont se vendre entre 40 et 50 000 donc à des prix beaucoup plus dispendieux. Ah oui, on n'est plus dans la même catégorie du tout, là. Ça, c'est pour les gens qui sont prêts à mettre un petit peu plus de sous pour avoir un peu plus de performance. Exact. Dans le cas des puissances de moteur, au niveau de la Civic Type R, ben c'est un 4 cylindres turbo de 2 litres qui va développer 306 chevaux. On parlait initialement de 316, le chiffre est tombé à 306. Oui. C'est quand même plus que la Volkswagen R qui est environ à 290. Tout à fait. C'est dans les mêmes eaux que la STI, mais c'est beaucoup moins que la Focus RS avec ses 350 chevaux. Tu fais bien de le mentionner, il faut pas oublier que quand on a une auto qui est 4 roues motrices, on a une petite perte de puissance qui est engendrée par le transfer case qui permet aux 4 roues de rouler. Le fait qu'on ait 305 chevaux et seulement une traction avant, on va peut-être avoir une moins grosse perte de puissance en bout de ligne. Exactement. Dans le cas de la Type R, ben ce qu'elle a de différent, est-ce qu'on a des problèmes techniques? Non? Est-ce que ça fonctionne sur ton téléphone? OK. Donc, au niveau de la Type R, désolé, ça arrive souvent qu'on a quelques problèmes. Au niveau de la Type R, donc ce qu'on a fait, bien entendu, on a pris la Civic. Au niveau du style, c'est éclatant. On a changé les roues, on a des freins Brembo sur le véhicule. Au niveau du look intérieur, ça fait vraiment différent de ce qu'on a. Ça pousse d'une coche qu'on a au niveau de la... On a même une suspension ajustable. Hein? Ça, j'ai rarement vu ça dans un véhicule Honda. Là. Suspension dont on peut ajuster ce qu'on appelle le dampness, c'est-à-dire est-ce qu'elle est plus dure, plus molle, dépendamment de la chaussée sur laquelle on roule. Ça va amener, à mon avis, un nouveau niveau de raffinement chez Honda parce que, comme tu dis, l'ancienne Civic SI par rapport à une Golf GTI, c'était plus sauvage, si on veut, c'était plus brut, c'était moins raffiné. Là, la Civic SI, la Civic Type R, c'est pas la même chose, là, ça promet, là, ça va déménager cette auto-là. Alors, ceux qui nous écoutent, quel serait votre choix? Type R, WRX STI, Golf R ou Ford Focus RS? Pour ma part, j'ai pas encore conduit la Type R. Non plus. Par contre, l'absence de rouage intégral, moi, j'aime un bolide que je vais pouvoir utiliser 4 saisons et en hiver. Donc, je suis pas certain. Au niveau de la Golf R, peut-être pas autant extravagante côté style, mais par contre, c'est une voiture qui, d'après moi, au quotidien, va être plus agréable. Moins sauvage et plus permissive. Elle va être plus agréable que l'ensemble des autres. Je dirais peut-être la Focus RS, mais j'hésiterais beaucoup au niveau de la Golf R pour prendre le fait qu'au quotidien, ça va être une voiture un peu moins punitive. C'est ça, la Focus RS, faut pas oublier un avantage intéressant qu'elle a sur les autres. Elle vient avec 8 pneus quand on l'achète au Québec. Elle a 4 pneus d'été et 4 pneus d'hiver. C'est aussi expressément pour l'auto. Donc, dans le cadre québécois, la RS peut surprendre, mais est très sèche, la suspension. Comme tu disais, la Golf R au quotidien, c'est dur à battre. Ouais. Puis dans le cas de la STI, l'ensemble est bien, mais moi, j'ai besoin d'un ensemble complet. Si on regarde l'intérieur du véhicule, c'est pas à la hauteur. À un moment donné, on a le goût d'avoir un bon système de son.
c'est pas le cas de chez Subaru. Donc, oui, côté mécanique, côté performance, mais l'habitacle n'est pas à hauteur de ce qu'on retrouve chez Volkswagen. Et les gadgets technologiques non plus. Voilà notre premier topo. Maintenant, si on arrive avec les futurs classiques, j'ai écrit en fait un petit topo cette semaine. La firme Bloomberg qui a publié en fait des véhicules qui risquent de devenir des classiques. On est tous aujourd'hui à regarder la valeur de certains véhicules du passé, puis on se demande quel véhicule moderne risque de prendre de la valeur et devenir un petit bijou dans le futur. Autrement dit, tu es conseiller en placement ce soir. Tu dis aux gens quoi faire avec votre argent. Achetez pas des REER, il faut acheter des autos. Et voici lesquels acheter. Exactement. Donc, la firme Bloomberg a sondé ses clients, puis voici le résultat. Vous pouvez également trouver le texte sur le site web du Guide de l'auto. Donc, on va vous montrer à l'instant à l'écran le résultat des classiques à venir. Alors, bien entendu, on commence avec, on va le voir à l'instant, c'est la Dodge Viper ACR, 25e édition. Ouais, on sait que la Dodge Viper va disparaître. Le prix du modèle est environ à 160 000 $. On retrouve également la Chevrolet Camaro ZL1, prix de base 69 300 $. La Toyota 86, l'ancienne Scion FRS, qui est la plus abordable du lot à 30 000 $. Du côté de chez Porsche, on a les nouvelles 718 Cayman et Boxster qui pourraient devenir des classiques, prix de base de 61 000 $. Étonnamment, la Mazda MX-5 RF avec son toit rigide, 38 000 $. Du côté de chez Ford, le Raptor, bien entendu, 68 000 $, près de 70 000 $. Donc, on a une camionnette. La Corvette Grand Sport à 75 000 $. Ça pourrait bien devenir également un classique. Troisième véhicule Chevrolet, le Colorado ZR2, camionnette dédiée hors route, prix estimé de 45 000 $. Audi TT-RS, on n'a toujours pas le prix, mais son exclusivité pourrait bien en faire un classique. Et finalement, la plus dispendieuse du lot, bien entendu, la Ford GT. Toutefois, à 450 000, c'est pas un véhicule abordable. Et la production est à peu près déjà vendue. Donc, si vous en voulez une dans votre garage, j'espère que vous avez les poches creuses et j'espère que vous avez déjà fait. De toute façon, pour avoir une Ford GT, il fallait qualifier. Tu sais, Ford a fait une espèce de concours. Il fallait envoyer une espèce de lettre pour dire pourquoi vous la vouliez. Est-ce que vous êtes un ancien client de la marque? Est-ce que vous vous engagez à conduire l'auto? Vous voulez pas que quelqu'un l'achète pour faire de la spéculation dans le salon? Donc, si vous en voulez une Ford GT nouvelle génération, ça va être une voiture usagée qui risque d'avoir un peu de kilométrage. Hey, la parole est à vous. Du lot de ces véhicules-là, lequel vous achèteriez pour le mettre dans votre garage? Est-ce qu'il y en a d'autres sur la liste que vous croyez qui ont été oubliés? Moi, je croirais qu'un Challenger L4. Oui, ça. Le modèle L4 peut-être. Étonnamment, on ne retrouve pas beaucoup d'Européennes. Hein? Non, étonnamment. Dans les encans, souvent, Challenger, Corvette, Mustang, certains véhicules qui ont frappé l'imaginaire du peuple nord-américain. En Europe, un petit peu moins. C'est certain que les super voitures, Ferrari et compagnie, ça va toujours garder sa valeur. Mais c'est des véhicules qui sont rarement accessibles pour c'est pas très accessible. Mais comme tu vois, la MX-5 RF, la Toyota 86, ça, c'est, si vous en achetez une neuve, là, et vous faites attention, peut-être que dans 20-30 ans, vous aurez une petite surprise. Sur la valeur résiduelle. On vous souhaite de tripler votre mise de fonds. On souhaite à tout le monde, oui. Hey, cette semaine, on a dans le garage la Nissan Sentra SR Turbo. Ne pas confondre avec l'ancienne SR. En fait, ce qu'on a fait pour 2017, on a pris l'ancien groupe SR et on l'a greffé d'un moteur turbo. Lorsqu'on a présenté le véhicule et lorsque j'ai pris le véhicule, j'étais un peu déçu parce que je croyais avoir une Sentra survitaminée avec le style, en fait, une concurrente à la SI, Ford Focus ST. Mais j'ai découvert que c'est pas le cas. Si on le regarde au niveau, outre le petit logo turbo à l'arrière, on a les jantes qui étaient typiques de la SR, les bas de caisse ici en bas. Essentiellement, ça reste une Sentra, mais dans ce cas-ci, on lui a greffé un moteur de 4 cylindres 1,6 litres turbo compressé. La puissance passe à 188 chevaux. C'est pas énorme si on la compare à une Focus ST, à une Mazda 3 GT même. Mais par rapport aux 130 chevaux de base, là, on va se dire oui, c'est mieux. Exactement. Parce que la Sentra ordinaire, là. Exactement. Donc, on se paie un véhicule qui va être un petit peu plus dynamique, mais c'est pas un véhicule sport. En fait, c'est le même moteur qu'on retrouve à bord du Nissan Juke. Oui. Côté intérieur, c'est aussi très simpliste. Disons qu'on n'est pas où ce que les autres compagnies sont rendues comme Mazda ou même Honda ou même Chevrolet, bon Dieu. Là. Oui, exactement. Et
c'est tellement décevant de Nissan parce qu'ils ont un véhicule comme la GT-R, ils ont des véhicules comme l'ADN-Z, le Juke, Juke Nismo, ils ont des véhicules tellement niches, tellement bien réussis qu'au direct, dans leur modèle compact, ils ont jamais été dedans. Puis même si c'est pas une mauvaise voiture, elle a pas l'âme, c'est toujours un véhicule qui est toujours moins intéressant à conduire. En fait, je vous dirais que je suis un petit peu plus déçu. J'ai du visuel d'ailleurs qu'on a du modèle turbo. Donc, comme je le disais, c'est 188 chevaux. On peut l'avoir avec une boîte manuelle. C'est ce qu'on a à bord de notre véhicule d'essai. C'est une bonne chose en soi, transmission manuelle, tu sais, c'est pour les amateurs, mais... Sinon, bien, c'est la CVT, qui est toujours une boîte qui favorise l'économie, mais qui est pas nécessairement très, très agréable à conduire. Donc, c'est une belle amélioration par rapport à la Nissan Sentra régulière, mais je peux pas dire que c'est un véhicule qui m'emballe. En fait, c'est certainement pas à la hauteur de la Honda Civic, de la Corolla ou même la Mazda 3 qui remporte la palme au Guide de l'Auto chaque année. On va être honnête l'un avec l'autre. La force de cette marque-là, c'est souvent les promotions qu'ils vont faire. Tu sais, ils ont du financement sur très long terme, ils ont de bonnes offres, ils ont de bons prix, mais en bout de ligne, côté, comme tu disais, côté plaisir de conduite. Mais de toute façon, je pense pas que la Sentra SR Turbo, ils l'ont vraiment faite, pour être une autosport. C'est une réponse à Honda qui arrive avec une Civic à 180 chevaux. C'est une réponse à Mazda qui arrive avec une Mazda 3 à 185 chevaux. Tu sais, exactement. S'ils veulent avoir une auto qui se positionne dans le milieu de gamme, si on veut, des compacts, sans tomber dans des compacts de performance, mais tu l'as dit, si on compare cette auto-là à la nouvelle Honda Civic, surtout que le moteur turbo est un peu en arrière. Là où il y a de l'espoir, c'est qu'on a, je sais pas si vous êtes allé au Salon de l'Auto de Montréal, mais en bas, Nissan avait mis tous ses modèles Nismo et vous avez peut-être aperçu la Sentra Nismo. On en a des images. Elle, par contre, ça va être un modèle qui risque d'être beaucoup plus éclatant côté style. On a les images actuellement. Donc, côté motorisation, c'est toutefois le même moteur, mais si on regarde à l'extérieur, là, on y va avec l'empreinte Nismo. Exact. Donc, les couleurs, le bas de caisse qui est beaucoup plus bas. Regardez le fascia qui est plus agressif. Une suspension retravaillée aussi. Oui, exactement. Je pense que c'est important de le dire. On a tuné le véhicule, donc c'est vraiment le véhicule qui risque de rivaliser un petit peu plus avec la SI, avec la Focus ST, même si on n'aura pas nécessairement les mêmes performances côté moteur. C'est la même mécanique, c'est la même transmission qui est pas du tout sportive, mais comme on dit, une nouvelle suspension va peut-être améliorer la tenue de route puis peut-être rendre cette auto-là plus intéressante. Au moins, on aura le style. On sait que les gens qui se paient ça, les gens qui s'achètent un AMG, les gens qui s'achètent ces véhicules-là, ils les achètent pas nécessairement pour les performances, mais ils veulent le style, ils veulent dégager. Et c'est, à mon avis, la SR Turbo, c'est ce qui lui manque, c'est un petit peu... Avec les bas de caisse rouge, ça fait ça. Ça aide beaucoup. Mais, wow, je lance mon crayon. Toi, énervé. Oui. Toi, par contre, tu connais bien le modèle parce que tu l'as essayé, tu en as même fait une inspection mécanique et on a des images aussi. Tu peux nous décrire un peu ce que l'inspection a révélé? C'est que pour les gens qui sont moins familiers avec le concept, c'est que nous, au Guide de l'Auto, on aime amener les voitures au garage pour trouver pas les problèmes nécessairement, mais les choses qui pourraient poser problème dans un éventuel entretien ou une visite chez le mécanicien. Entre autres, ce que notre mécanicien a dit, c'est que c'est une voiture qui a un moteur relativement complexe au sens de son architecture. Si vous vous rappelez la première photo que vous avez vue, tout ce qui est canalisation du turbo, là, qui envoie, exemple, l'air comprimé du turbo vers le moteur ou du turbo vers la pièce de refroidissement, ça passe directement par-dessus la voiture, par-dessus le moteur, pardon. Donc, si on va accéder aux bougies, c'est pas ce qui est le plus facile à faire. Le carter d'huile en dessous de la voiture, c'est-à-dire son réservoir littéralement, il est encore en métal, donc ça peut rouiller avec le temps. Et si ça rouille, vous avez un méchant problème. Tout ce qui est conduite de gaz, conduite de frein, habituellement maintenant c'est caché sous des plaques de protection. Là, c'est exposé. Si vous voyez sur une grosse roche, il y a des risques de fissures là-dessus. C'est con, mais même chose pour le réservoir à essence. Au moins, il est en plastique, c'est une bonne chose, mais il est complètement exposé. Donc, si vous êtes très malchanceux, vous pourriez avoir éventuellement une fente qui se forme ou peu importe sur quoi vous roulez. Tu sais, des fois, on roule sur l'autoroute, il peut y avoir une tige de métal qui traîne. Là, ça m'est déjà arrivé de rouler là-dessus, d'ailleurs, avec une voiture, mais on en reparlera. Et ça pourrait perforer ça. En arrière, on a une suspension rigide, comme dans le bon vieux temps. Ça, en soi, c'est pas tant un problème, mais c'est plus côté, comme tu disais, tenue de route. Là. C'est difficile d'avoir une auto qui est précise en conduite quand les deux roues en arrière sont reliées l'une à l'autre. La quasi-totalité des modèles de cette catégorie-là ont perdu cette faculté-là. Maintenant, on a des suspensions indépendantes, même chez Hyundai. Même la bonne vieille Mustang qui a perdu son essieu rigide. La bonne vieille Mustang. Donc, éventuellement, si Nissan veut aller de l'avant avec cette auto-là, il va falloir qu'on ait deux roues indépendantes à l'arrière. Je pense que, puis je la conduis cette semaine, effectivement, c'est une bonne voiture pour aller du point A au point B. Oui, tout à fait. Mais on ne s'excite pas de prendre le volant. Disons qu'il ne faut pas avoir ça en disant j'ai l'équivalent d'une Elantra Sport, d'une Golf GTI.
Hyundai a fait un bon travail avec l'Entresport pour le rendre différent. Elle est juste plus puissante Oui, grâce plus au puissante. moteur turbo. Exactement. Et côté consommation, je me suis déplacé cette semaine pour aller au bureau. Petite partie de ville, mais essentiellement en route de campagne, limite de 70 avec quelques arrêts. Et j'ai quand même été surpris de faire un aller-retour avec une moyenne de 5,3 au litre. Mon Dieu, 5,3 litres au 100 très km, ce qui est très bon pour un moteur turbo. Ouais. Donc, ce qu'on perd peut-être ailleurs, on leur gagne en économie de carburant. Là, tu vois, quand je l'ai essayé, vivant en ville, j'ai un peu moins de belles routes. Moi, c'est beaucoup d'arrêts égaux. Et là, le moteur paie. Mais tu vois, j'ai quand même que fait 7,8 litres au 100, ce qui demeure très, très bon dans un contexte urbain. Parce que sur beaucoup de moteurs, je me rappelle, j'ai déjà eu une Mazda 3 2006, je peux te dire que je faisais 11 litres et demi au 100 sur les mêmes routes. Je suis content de voir qu'il y a un progrès de ce côté-là. Exactement. Alors voilà pour la Nissan Sentra SR Turbo. Oui. Vous retrouverez sur notre site web la chronique mécanique complète de Marc-André. On en a un essai routier et moi, je vais aussi publier un essai routier. Donc, si vous avez des commentaires sur le véhicule, c'est le temps. Quel serait votre choix à vous chez les compacts? Corolla, Mazda 3, Chevrolet Cruze qui s'améliore beaucoup dans ce segment-là. La Preza aussi, nouvelle. Oui, exactement. Il y a vraiment beaucoup de bons choix. Lorsque quelqu'un nous pose une question sur ce modèle-là, c'est pas facile. Il n'y a pas de réponse simple. D'ailleurs, j'ai hâte de voir qui va gagner dans le guide 2018. Ça va être une bataille difficile. On le sait, ça fait plusieurs années que cette année, la Civic a détrôné la Mazda 3. On aime beaucoup la Mazda 3 pour son plaisir de conduite. C'est un élément qui est important chez nous. Mais Honda a vraiment rattrapé, dans l'ensemble, mais ça a été notre meilleur choix cette année. Autre sujet que tu disais qui a fait jaser, match comparatif du Mazda CX-5 versus le Honda CR-V. Les deux des gros vendeurs de ce créneau-là. Est-ce que tu peux nous résumer un peu le match et surtout les résultats? Ben, en fait, il faut comprendre une chose. Quand on parle de véhicules accessibles comme ça, les gens s'enflamment, les gens sont passionnés. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des autos qu'eux-mêmes ils ont achetées. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des CR-V. C'est une des voitures les plus vendues en 2016 au Canada avec le Ford Escape, entre autres. Alors, j'ai décidé de faire un comparaison de la CX-5 et le CR-V. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'est des véhicules qui viennent d'être changés complètement. Le CX-5, je reviens du lancement. Les gens peuvent lire ça sur notre site web. On a refait une beauté pour 2017, une auto plus raffinée, moteur amélioré, l'intérieur revu. Le CR-V, c'est un véhicule complètement neuf. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un petit comparaison entre les deux véhicules, histoire de dire comment on se positionne. Faut comprendre que là, c'est vraiment un comparatif entre les deux. Le gagnant de ce comparatif-là, c'est pas nécessairement ce qui va être le cas dans le guide 2018, parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Comment j'ai fait le comparo? C'est très simple. J'ai pris 4 catégories, 4 aspects de l'auto, le style, l'habitacle, le moteur, la conduite, pour trouver un gagnant entre les deux. Oui. Alors, je vais résumer aux gens rapidement qu'est-ce qu'on était. Côté style, je pense que tout le monde va s'entendre pour donner le point au CX-5. Parce que Mazda veut se positionner comme un constructeur généraliste qui offre des produits de luxe ou presque. Là, et pour eux, un très design. Exactement. Et quand on voit le CX-5, écoute, j'ai pas eu le choix de donner les points là-dessus au CX-5 parce que côté style, il est très beau. J'ai l'impression d'avoir un véhicule plus dispendieux qu'il est réellement en le voyant. D'ailleurs, au lancement, ils ont comparé le CX-5 directement avec des Lexus de haute gamme, des BMW, et on pouvait même les essayer pour comparer. C'est là que Mazda veut se positionner au niveau du design. C'est le cas avec la Mazda 6. Par contre, en faisant des produits niches au niveau des design, ils se pénalisent au niveau de la vente. Là où Honda, Toyota vont chercher la masse avec des designs un peu plus génériques. Mazda va frapper fort au sein d'une certaine clientèle, mais au niveau de la masse, ne fait pas l'unanimité. Si c'est ce que le constructeur veut, puis il va aller chercher sa niche, tant mieux, parce qu'au niveau du sex appeal, les produits sont là. L'habitacle, maintenant, j'ai pas eu le choix de donner la victoire au CR-V et je parle pas vraiment du design de l'habitacle parce que côté design, encore une fois, peut-être que le CX-5 aurait eu un petit avantage. Je sais pas si on peut remontrer les images, là, mais le CX-5 aurait eu un petit avantage, tandis que le CR-V, c'est plus pratique que beau. Sauf que c'est l'espace intérieur qui fait gagner le CR-V. Écoute, le CR-V, si on baisse les sièges arrière, là, j'ai 2130 litres d'espace de chargement contre 1687 pour le CX-5. Pour la famille, c'est important. Exactement. Et les bancs aussi, j'ai plus de dégagement pour les jambes, j'ai plus d'espace à l'arrière du CR-V, pardon. Donc, quant à moi, ça mérite des points là, parce que on va se dire, ce que les gens achètent dans cette catégorie-là, c'est pas un véhicule pour aller faire de la course, c'est un véhicule de la famille. C'est l'aspect pratique. Et c'est à peu près la même chose que j'ai considéré pour le moteur. Écoute, dans le CX-5, maintenant, on a un nouveau... en fait, c'est le même moteur de 2,5 litres Skyactiv, mais on a revu l'architecture et la forme des pistons. Donc maintenant, on a 187 chevaux au lieu de 185, mais c'est surtout la réponse du moteur à bas régime qu'on a voulu améliorer pour compenser le fait qu'on n'a pas de turbo. Et tu vois, pourtant, chez Honda, au contraire, on a le même moteur que la Civic Turbo, 1,5 litres. Dans ce cas-ci, 190 chevaux.
L'économie d'essence est bien meilleure sur le CR-V. Écoute, quelqu'un qui fait attention sur ça, c'est la force Honda. Oui, il va faire 8 litres au 100, tandis que le CX-5, même revu, j'ai pas réussi à faire mieux que 10 litres au 100. Et les deux sont 4 roues motrices. Les deux moteurs répondent bien. Côté performance, c'est similaire. Mais comme on a un peu plus, on sent un peu plus le couple dans le Honda, puis ça rend la conduite pratiquement plus agréable juste côté moteur. Donc, tu vois, côté moteur, je donnais également le point au CR-V. Par contre, où le CX-5 se rattrape énormément. Plaisir de conduire. Exactement. Écoute, la nouvelle, ils ont complètement changé la direction dans le Mazda CX-5. Maintenant, on a déconnecté toute forme d'amortisseur de la colonne de direction pour les placer ailleurs. Donc, on n'a toujours pas de vibration, mais on a une tenue de route. Écoute, ça tient mieux la route. La direction est super précise. Le CX-5 est un plaisir à conduire. Toutefois, il faut pas rien enlever au CR-V, parce qu'il est bien mieux que l'ancien. Écoute, le CR-V avec une nouvelle direction plus précise, une nouvelle suspension travaillée. Mais malgré tout, le CX-5 a des points. Donc, si vous suivez un peu ce que je viens de dire, le CR-V gagne 2 catégories, le CX-5 gagne 2 catégories. Alors, pourquoi et qui je fais gagner? Je fais gagner quand même le CR-V. Pour la simple et bonne raison que les catégories où le CR-V gagne, ce sont les catégories les plus importantes, justement, au niveau de la clientèle. À cette clientèle-là. Parce que les gens qui vont acheter un VUS compact, là, c'est pas pour aller faire de la course ou conduire dans les Alpes françaises. C'est pour amener la famille où ils ont besoin d'aller, faire des longues distances. Ils vont au travail dans le jour avec ça, la fin de semaine, ils font le taxi avec ça. Ça prend un habitacle qui est spacieux, ça prend une auto qui est économique en essence, et là-dessus, le CR-V est devant le CX-5. Et sur les autres aspects où ce qui est en dessous, il n'est pas assez loin pour le pénaliser véritablement, parce que côté conduite, le nouveau CR-V est vraiment top. Eh bien, vous avez la chance. Le texte est encore sur l'accueil du site web du Guide de l'auto, donc vous pouvez aller le lire et décortiquer. Dites-nous ce que vous pensez, dans le respect, bien entendu, mais dites-nous ce que vous pensez du match comparatif. Entre les deux véhicules, tout à fait. On a Richard Dugal qui, lui, son véhicule de choix, c'est la Elantra Turbo. Et je peux le comprendre, c'est vraiment une belle amélioration. Oui, tout à fait. Et moi, l'Elantra, ils sont vraiment hauts. En fait, ils ont fini 3e dans le Guide de l'auto cette année. Et je peux vous dire que les Coréens sont arrivés avec un produit affiné au niveau du plaisir, au niveau de la rigidité. Le moteur très, très, très flexible, très économique. L'Elantra est pas loin derrière. Non. Et Simon Pierre, de son côté, lui, adore sa Sentra SR, qui est effectivement un bon modèle au niveau équipement-prix. Possiblement le modèle le plus intéressant dans la gamme, dans la gamme. Bien entendu, on n'a pas la puissance du moteur turbo, mais ça doit être un véhicule qui demeure économique. Oui, quand je l'ai essayé par rapport à l'ancienne génération, en fait, c'est la même génération, elle, ils l'ont seulement retravaillé, là. Celle-là, elle se conduit bien mieux, celle qu'on a derrière nous, que l'ancienne. Je peux comprendre le choix de monsieur. Comme je disais, il y a des offres très intéressantes à l'achat. Et souvent, les gens qui ont des Nissan aiment beaucoup leur Nissan. Et ça, en bout de ligne, c'est important, mais ça fait des clients heureux qui vont racheter des produits. Donc, si monsieur est content, c'est tout ce qu'on peut souhaiter en bout de ligne. Exactement. C'est déjà tout pour ce soir. Alors, merci d'avoir été avec nous. On vous prépare un prochain live dans le garage bientôt avec quel véhicule? On ne le sait pas. On vous réserve toujours des surprises. Alors, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre au bas du live, puis on tentera d'y répondre. On va également ajouter les liens d'un peu tout ce qu'on a parlé. C'est tout du contenu qui est mis en ligne sur le site du Guide de l'auto. Donc, on va ajouter les liens pour que vous puissiez retrouver l'information assez facilement. Puis, le printemps est à nos portes, ça commence à sentir l'été. Enfin. Donc, bonne route, c'est le temps de laver son véhicule, puis de profiter du beau temps. Alors, soyez prudents, même si on nous réserve encore un petit peu de neige. Bonne route. Salut.